Avant de commencer cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à suivre les émissions Roue Libre. Vous savez quoi? On s'est dit que ce serait pas mal d'être en direct la semaine prochaine pour la prochaine émission Roue Libre. Midi, retrouvez-nous sur la page YouTube de First Team Omnisport. Vous allez participer au débat évidemment et au quiz pour battre Robin peut-être. On va voir si vous en êtes capable et aider Paul. Donc soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine. On sera en live les amis. J'attends ça avec impatience. En attendant, bonne émission sur Roue Libre. C'est l'heure de Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Et oui, on est de retour sur ce beau plateau avec évidemment mes deux compagnons, Polo et Robin. Comment allez-vous les gars? Comment ça va? Paul d'abord. Écoute, ça va très bien. J'ai vu une belle course, contrairement à ce que peuvent penser et dire certains ce week-end. Et j'ai surtout très hâte d'en voir une nouvelle le week-end prochain. Du côté des pavés français, du nord de la France. On va parler effectivement, Polo, du Ronde van Vlaanderen. Presque parfait. C'est presque parfait. Après, je ne suis pas l'expert flamand, mais ça avait l'air pas mal. Comment tu le dis, toi? Ronde van Vlaanderen. T'es solide, hein? Il n'y a que l'accent qui a changé. Mais je pense que je ne dis pas parfaitement non plus. Comment ça va, Robin? Ça va super, ça va super. On le rappelle quand même, tu es rédacteur en chef de Chronique du Vélo et tu fais, voilà, tu es toujours avec nous. Ouais, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Aujourd'hui, focus sur le Tour des Flandres du coup. Victoire de Bettiol, débat sur Paris-Roubaix. On va se demander si c'est le réveil des cadors qui ont un petit peu dormi, ou on va voir, on va en discuter ensemble. Avant d'aborder ces deux courses mythiques, on va faire un tour par l'Europe Tour. C'est tout de suite dans les news. Première news, le Tour de Sicile. Première édition du Tour de Sicile, c'était la dernière étape qui nous intéresse notamment. Victoire de Guillaume Martin, le Français de la Wanty, qui a gagné pas n'importe où, à l'Etna, sur les pentes là où par exemple sur le dernier Giro, Chavez et Simon Yates ont fait un numéro historique. Là, c'est Guillaume Martin qui a gagné les gars, la dernière étape. Une belle petite perf, Paul. Une belle petite perf, donc forcément, il n'a pas battu des cadors qui n'étaient pas présents. Il y en avait même pour le coup... Aucun. Mais il a le mérite de l'avoir gagné. C'est tout con, il gagne à l'Etna sur une étape façon de Giro où on sait qu'il s'est passé des belles choses dans l'histoire. Tu as parlé de Chavez, mais même il y avait une arrivée il y a 2 ans aussi plutôt spectaculaire en début de Giro. C'est important pour lui, c'était important pour la Wanty aussi, toujours dans ce débat. C'était Polan qui avait gagné, oui, tu as raison. Ouais, mais il y avait une belle bataille entre les favoris derrière. Et c'est important pour la Wanty de gagner, ça assoit un peu plus leur légitimité pour le prochain Tour de France. Moi, je trouve ça bien. Même si la concurrence n'était pas rude, il fallait la gagner, quoi. Robin? Pas mieux que Paul. C'est une très belle attaque de la part de Guillaume Martin, mais quand on voit les noms, Dayer Quintana, Yann Polanc. Dayer, c'est pas le bon, quoi. Yann Polanc, justement, qui avait gagné sur le Giro. Fausto Masnada. C'est pas incroyable. Alors, il y avait Brandon McNulty, le jeune espoir, mais qui a seulement 21 ans, qui a très peu d'expérience, qui a montré de belles choses l'année dernière sur le Tour de l'Avenir, sur le Tour de Californie. Tour de Californie, effectivement, où il a été très actif. Voilà, mais heureusement que sur une arrivée comme ça, Guillaume Martin, qui a quand même beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de bagages techniques, tactiques, voilà, heureusement qu'il gagne. Et finalement, on peut même regretter qu'il ne gagne pas le général parce que c'était normalement dans ses cordes. Donc finalement, j'ai envie de dire belle victoire à l'Etna, mais c'est s'il n'avait pas gagné qu'on aurait pu parler d'une contre-performance en fait. Voilà, ce tour de Sicile en fait qui va peut-être rentrer dans le calendrier tranquillement parce qu'en fait il est plutôt bien placé pendant les classiques pour les de classement généraux qui veulent un peu se tester. Comment ? Il y a quand même beaucoup d'épreuves à ce moment-là. Il y a la semaine Copier et Bartali quasiment en même temps. Il y a le Pays Basque qui arrive juste après. T'as la Catalogne juste avant. Ouais, c'est aussi pour ça peut-être qu'on n'avait pas un plateau exceptionnel sur ce tour. Alors c'était la première édition, ça va peut-être changer, mais après c'est une course qui va être portée par RCS. Voilà, elle fait partie d'un nouveau package. C'est pour ça qu'elle a été retransmise par l'équipe qui doit le retransmettre. Ouais, mais tu vois, par exemple, notamment au Tour des Alpes. Tu sais pas trop pourquoi les coureurs vont y aller. Le Tour des Alpes, c'est une super préparation, que ce soit au niveau calendrier et au niveau parcours pour le Giro, à l'image d'un Dauphiné libéré pour le Tour de France. Là, pour le coup, elle arrive un peu dans le calendrier comme un cheveu sur la soupe. Donc j'attends de voir. Moi, vraiment, au-delà des Flandriennes, qui sont quand même des courses pour d'autres coureurs, d'autres profils, tu as quand même, comme je te dis, course d'une semaine, la Catalogne avant, le Pays Basque 2 jours après. Je vois pas qui pourrait s'intéresser à aller là-bas. Vont aussi aller sur le circuit de la Sarthe cette semaine. Donc il y a quand même pas mal de courses par étape à ce moment-là. La plupart des mecs qui font le Giro sont en fait en coupure. Donc je suis pas sûr niveau calendrier que ce soit placé au meilleur endroit.
Donc le Tour du Pays Basque, Polo, tu commençais à en parler. La première étape a eu lieu hier, le contre-la-montre qui a été gagné par Max Schachmann, mais un contre-la-montre monstrueux avec notamment une cote à 20%. Alors voilà, le classement de l'arrivée du contre-la-montre, Max Schachmann qui a gagné devant Dani Martinez et Michal Kwiatkowski. Ce contre-la-montre avec une cote à plus de 20% à la fin. On a une image de George Bennett qui est en train de tomber. Ça avait l'air très très dur, ils étaient quasiment à l'arrêt. On le voit ici, il était en train de faire du zigzag petit à petit. À un moment, il a pu réussir et c'est George Bennett. C'est un grimpeur confirmé. Beaucoup ont changé de vélo pour faire cette montée-là. Voilà. Au final, monter des tels pourcentages avec un vélo de chrono, c'est pas évident. Il y en a qui l'ont fait. Les Sky notamment ont changé de vélo juste avant cette montée finale. Ce Tour du Pays Basque qui va être intéressant aussi parce que c'est le retour à la compétition de Julien Alaphilippe depuis son sacre à Milan-San Remo. Selon vous, qu'est-ce qui va aller chercher Julien sur ce Tour-là, Paul ? Il peut gagner toutes les étapes. Tous les profils d'étapes avec tous ces répètes choses, ces espèces de profils où ça fait que monter, descendre, notamment aujourd'hui et demain où c'est des arrivées façon Flèche Wallonne, entre guillemets, avec des petites arrivées en côte. C'est des profils, et on le sait, déjà l'année dernière c'était le cas, où Alaphilippe gagne 2 étapes sur le Tour du Pays Basque. C'est toujours un profil fait pour lui. Mis à part, il y a l'étape de vendredi qui est une belle étape de montagne. Ouais, celle-là sera un peu dur pour lui. Ce sera trop dur pour lui et c'est là, à mon avis, où le général risque de se jouer. Mais sinon, il peut vraiment accrocher toutes les étapes. Donc, il a vraiment une belle carte à jouer. Et tous les jours, en fait. Donc, ça va vraiment être intéressant à suivre pour Julien Alaphilippe. C'est une course parfaite pour lui, en fait. On sait qu'il a envie, qu'il aime prendre le départ d'une course pour gagner. À chaque étape, il aura un peu ce truc en tête du fait qu'il peut gagner. Le profil lui correspond quasiment tous les jours, tu le dis, Paul. Mais malgré tout, moi, c'est pas là que je l'attends. J'ai envie de dire, là, il est en reprise, qu'il reprenne, qu'il fasse tourner les jambes. Et il le disait d'ailleurs en interview avant le départ. Il n'est pas là pour jouer le général. Il a Henrik Mas dans son équipe. Ça le défausse d'un poids déjà. Et c'est surtout une préparation pour les Ardennaises. D'ailleurs, on en parlera sur la chronique du vélo cette semaine. À quel point le Pays Basque est la préparation parfaite pour les Ardennaises. Mais moi, c'est à partir dans 10 jours, un peu plus, à l'Amstel que je l'attends. Et sur les 3 classiques qui vont suivre, l'Amstel, la Flèche et Liège, bien sûr. On fait un tour de tous ces favoris, justement. Qui va succéder à Primoz Roglic, qui avait gagné l'année dernière. Primoz Roglic, qui n'est pas là cette année parce qu'il préfère se réserver pour le Tour de Romandie. Voilà, il y a une liste non exhaustive des favoris, avec 2 profils, notamment les 2 étapes qui vont être intéressantes, dont vous avez commencé à parler. Mikel Landa, Bourgman, Schachmann, Fulsang, Mas. Voilà, il y a tout un package de noms. Qui, selon vous, peut tirer son épingle du jeu là-dedans. Bon, c'est toujours difficile d'imaginer les formes à ce moment-là. Moi, je pense que ça correspond à des mecs comme Yates et Kwiatkowski. Pour moi, j'en fais mes 2 grands favoris. Avec peut-être Henrik Mas qui est à domicile. Mais je vais surtout attendre de voir ce que va donner Geraint Thomas, qui fait une saison très discrète pour l'instant. Alors on peut dire que Chris Froome aussi, mais je pense que dans leur petite lutte interne, même si eux ne l'appellent pas comme ça évidemment. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qui va en être, qui va participer au Giro ou non. Oui, alors je pense que ça se précise quand même que Thomas n'ira pas sur le Giro, mais dans leur petite lutte d'influence au sein de l'équipe Sky, je pense que c'est important pour Geraint Thomas de malgré tout marquer des points et de montrer qu'il est là. Chris Froome a 4 Tours de France, il peut peut-être se permettre d'être à la rue jusqu'au mois de juin. Geraint Thomas, je suis pas sûr, donc il a intérêt à montrer qu'il est là. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il va falloir... Ça va être le moment quand même, tôt ou tard, qui commencent à être en forme ces 2-là, parce que c'est bien de retarder leur pic de forme, etc. Mais que ce soit même un Geraint Thomas ou un Chris Froome, notamment je pense à un Geraint Thomas qu'on a déjà eu notamment performé sur des Paris-Roubaix, c'est des moments quand même pour être en forme. S'ils veulent être en forme pour le Tour de France, il ne faut pas non plus qu'ils retardent trop cette préparation et ce pic de forme. Là, quand je vois le chrono de Geraint Thomas hier, je me dis que c'est quand même encourageant et qu'on ne l'a pas vu faire une aussi bonne performance depuis le début de saison. Donc comme tu l'as dit, c'est toi qui as dit, c'est toi qu'il fallait le suivre, Geraint Thomas. C'est moi. Tu nous suis, Polo, ça va, c'est cool. En fait, je réfléchissais aux favoris, je dirais mon avis après. Il faudra garder un œil sur Geraint Thomas parce que j'ai l'impression qu'on risque de le retrouver sur ces routes. Pourtant, les profils lui correspondent pas très bien. C'est pas vraiment une course taillée pour lui. On l'attendra vendredi, voir ce qu'il peut faire, notamment vendredi, s'il veut se rassurer sur une étape de montagne, etc. On a tout dit sur le Tour du Pays Basque, ou vous voulez rajouter quelque chose? Je pensais que t'allais le dire. Ouais, j'allais dire. Honnêtement, c'est dur de ne pas mettre Adam Yates en fait. Je pense que pour Kwiatkowski, ça va être un peu dur, notamment vendredi, face à des Yates, si des Yates s'emballent un peu la course. Attention à Dan Martin.
Attention aussi à Yonis Aguirre. Moi, je vois bien Henrik Mas quand même. Non, déplaise. Henrik Mas aussi, mais... Paul, il met toute la liste. Ouais, non, mais tu vois, par exemple, Mikel Landa, on peut dire qu'il ne gagnera pas. Borkman non plus, Schwarzman non plus. Landa à domicile, sur des routes qu'il connaît par cœur. Il a pris 1 minute déjà hier. Ouais, et puis Dani Martinez a l'air quand même bien en forme aussi. En tout cas, ça va être assez serré. C'est difficile de sortir. Landa a pris 54 secondes hier. Il arrive dans le même temps que Victor Delaparté et Sam Omen. Et Patrick Devine. Donc voilà, à suivre. Ça va être intéressant après de savoir où en sont, parce qu'il y a quand même un gros package de favoris. Voilà, on a tout dit sur le Tour du Pays Basque. On va passer à la dernière news. Elle n'est pas forcément très heureuse. C'est la chute de Niki Terpstra sur le Tour des Flandres. Il a chuté à 160 km de l'arrivée. C'est pas lui, Niki Terpstra. Voilà, c'est pas lui, ou alors c'est son père, je sais pas. Mais non, c'est le médecin de la Direct Energy qui dit que voilà, Niki Terpstra est forfait pour Paris-Roubaix parce que il est tombé et pas qu'un peu. Il a perdu connaissance carrément, traumatisme crânien. Donc voilà, on prend toutes les précautions possibles et il sera de retour sur le Trobro-Léon, notre cher. Que dire c'est dommage parce qu'il était pas mal placé, il était entouré de ses coéquipiers comme on le voit sur la photo. Il était loin de l'arrivée, je crois que c'est autour de 160 km de l'arrivée. Oh, il était vraiment loin de la bagarre. C'est à peu près le moment où j'ai commencé à regarder moi. Et c'est juste dommage, quoi. Et c'est là de te dire qu'une chute aussi anodine comme ça peut engendrer un traumatisme crânien et une perte de connaissance. Ça fait froid dans le dos, en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est comme la chute d'Ofredo. Malheureusement, tu tombes mal. Et celle de Barguil aussi qui nous a fait peur. Donc, c'est pas la première cette saison. C'est la grosse tuile pour Direct Energy, mais c'est un peu le jeu des Flandriennes. On sait que c'est comme ça sur ces classiques-là. On peut tout perdre avant même que la bataille ait commencé. Donc, Sauf quand tu t'appelles Mathieu Van Der Poel. On en parlera. Exactement. mais pour Terpstra, c'est surtout triste parce qu'il va fêter ses 35 ans et je ne sais pas si on le reverra à un niveau capable de jouer la victoire sur les monuments pavés. C'était déjà limite cette année, l'horloge tourne. On n'a pas su cette année, j'ai envie de dire que c'est là qu'on l'attendait et qu'on n'a pas su, mais c'est pas sûr qu'il puisse revenir au top, quoi. Donc voilà, on va suivre le retour en forme, on espère en tout cas Niki Terpstra. On a fait le tour des news, on va passer au focus parce qu'on a commencé à parler du Tour des Flandres, mais que s'est-il passé dans ce Tour des Flandres? On en parle tout de suite. La semaine dernière, on a fait un gros débat Tour des Flandres, voilà, qui va gagner, qui va perdre. Et on n'avait pas mis Bettiol. Ouais. On n'avait pas mis Bettiol. Si, on les a mis dans la première étoile. Moi, j'avais mis Bettiol en première étoile. Ouais. Et je ne veux pas me jeter des fleurs, mais j'étais très content quand je l'ai gagné, rien que pour ça. Parce que je voulais, en tout cas, c'est un scénario qui était plutôt impronosticable, qui gagne. Podium inattendu, voilà, on le découvre, Bettiol devant Asgreen et Christophe. On va se concentrer d'abord sur ce vainqueur que moi je trouve qu'il ressemble à Kian Kojandi, voilà, je suis désolé. À qui? À Kian Kojandi, en mélange de, je sais pas, en plus maigre, mais. Fallait le voir. Hein. ouais, il fallait que je le dise. Il a une tête de quelqu'un. Ou Pierre Ninet, je sais pas. Il me fait penser. Il m'évoque quelqu'un, je sais pas. En faisant une aparté de 30 secondes, mais il me fait penser à quelqu'un que je connais, mais je pourrais pas te dire qui là, tout de suite. Et ça nous avance beaucoup. C'est très intéressant. C'est une émission intéressante, Roue Libre. Voilà, on se concentre sur lui, Alberto Bettiol, 25 ans, première victoire pro. Robin, tout simplement improbable, quoique vous en aviez fait un article sur Chronique du vélo il y a quelques jours seulement. C'est ça. Alors pour ça, il faut remercier Alexis Middelmonet qui a toujours le nez creux quand il s'agit de parler des Italiens. Et donc qui nous a fait ce papier. Bettiol peut mieux faire, point d'interrogation. Sur ce garçon qui est finalement un enfant de la maison Cannondale Education First, un enfant de Jonathan Wouters, le manager. Il n'avait pas vraiment choisi de partir fin 2017. Il y avait des problèmes financiers chez Cannondale. Chez Education First. Il était parti chez BMC une saison. Et tout de suite après, problème financier également chez BMC, il est revenu à la maison. Les problèmes financiers le suivent. Hein. Voilà, exactement. Mais il est revenu à la maison. Il n'avait jamais perdu le contact. Il avait été, il échange par SMS quasiment quotidiennement avec Tyler Finney, même quand il était chez BMC, qui est son grand ami de chez Education First. Et c'est vraiment un homme de la maison Wouters. J'ai quand même l'impression, de ce que j'ai lu, que s'il n'a pas réussi, c'est aussi parce qu'il n'est pas forcément très pro, en fait, Alberto Bettiol. C'est ça. On lui a souvent reproché ça. On a souvent pointé du doigt son professionnalisme. Greg Van Avermaet, à l'arrivée du Tour des Flandres, disait dimanche, chez nous, chez BMC, il n'a pas toujours fait le métier correctement comme il fallait. Même lui, dans des interviews, Alberto Bettiol dit, moi, à l'entraînement, il ne faut pas que je roule trop. À la maison, il ne faut pas trop que je me dépense, quoi. Et en fait, il vit chez sa mère, donc il a 25 ans aujourd'hui, une mère italienne qui lui fait beaucoup de pâtes. Et en fait, il prend du poids à chaque fois qu'il est chez lui. Et il a dit à l'équipe Education First, si vous voulez que je sois mon poids de forme, il faut m'emmener en stage. Il ne faut pas me laisser à la maison. Donc l'équipe a décidé de prendre ça en main. Pas laisser la maman. Voilà, exactement. Pas possible. Ils ont pris ça en main. Ce printemps, il arrive avec 3 kilos de moins, donc à son poids de forme. Il a fait le métier, comme on dit.
Il était là dans le Poggio, il a attaqué, on se rappelle, et il a lancé les hostilités dans le Poggio sur Milan-San Remo. Il fait 4e du Grand Prix E3. Voilà, on a le récapitulatif ici. Et ben, il arrive sur le Tour des Flandres avec une confiance qu'il n'avait jamais eue finalement. Il avait toujours été considéré comme un grand espoir. Et là, bah, voilà, sa première victoire en carrière, c'est sur un monument à la Oliver Zog sur le Tour de Lombardie. Sauf que lui, il est un peu plus jeune et qu'il y a des chances qu'il y en ait d'autres qui suivent. Voilà pour la présentation d'Alberto Bettiol, ce vainqueur que peu attendaient, à part Paul avec une petite étoile. J'ai mis la petite étoile. Hein. Voilà, bah, il faut le dire. Et Paul, toi, est-ce que tu as apprécié ce Tour des Flandres et cette victoire d'Alberto Bettiol? Ouais, moi, j'ai adoré ce Tour des Flandres. Alors, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais le fait est que quelle course peut te tenir en haleine comme ça sur 100-120 km de suite. À partir du mur de Grammont, la course a explosé et pendant 90 km, on a eu une course de feu avec des leaders à la planche. Je ne sais pas sur quoi, 90 km, ça représentait quoi 2-3 heures de course 2 heures, ouais. 2 heures. Tu vois, j'ai trouvé ça assez fou en fait, la dépense d'énergie et tous ces favoris, tous ces leaders qui se sont mis vraiment au max pour essayer d'aller chercher cette victoire. On voit la belle photo de Greg Van Avermaet derrière. C'est l'exemple même de ce que je suis en train d'expliquer. Et après, beaucoup, et tu rebondiras là-dessus, Robin, ont été déçus du gagnant. Moi, j'ai pas été déçu dans le sens où j'étais un peu surpris. Mais comme je l'ai dit, je le répète, je l'ai mis en petite étoile sur mon tableau. Et au-delà de ça, quand tu vois ses résultats sur le Grand Prix E3, quand tu vois sa forme sur le Poggio pour aider Simon Clark, tu te dis, c'est un mec à qui il va falloir compter sur les Flandriennes automatiquement. Mais alors à ce niveau-là, déjà, quand je l'ai vu passer les monts Kemmel sur le Grand Prix E3, la bouche fermée, je m'étais dit, oula, ce mec-là a l'air quand même très facile. Et au final, on en discutait avec Louis pendant le Tour des Flandres. Il était toujours bouche fermée et Louis nous l'a fait remarquer. On s'est dit mais ouais, c'est vrai, il a raison. Comme sur les monts Kemmel il y a quelques jours auparavant. Et c'est quand même signe d'un mec qui était le plus fort, en fait, tout simplement. Et c'est le plus fort qui a gagné, tout simplement, Alberto Bettiol. Mais je crois que personne ne remet en cause, finalement, le fait qu'il y ait eu une belle course, parce que tout le monde, comme tu dis, a été tenu en haleine pour beaucoup l'ont dit sur les réseaux sociaux. Non, mais en fait, c'est peut-être ça, justement. Je crois que c'est une erreur de mots, quoi. Que voilà, en fait, on avait l'impression qu'ils étaient tous ensemble, que ça pouvait exploser. Et en fait, c'est resté une espèce de cocotte minute qui a jamais explosé, quoi. Et c'est un peu frustrant, en fait. C'est ça. Il manquait la petite étincelle qui allait rendre cette course, voilà, vraiment, vraiment excitante. C'est ça. Et alors, en fait, je pense pas que cette édition restera comme historique parce qu'elle nous a. Comme tu dis, il n'y a pas eu l'explosion finale qu'on attendait, en fait. Et moi, je suis un peu de cet avis-là. On a eu une super course et j'ai passé un super moment. Mais on attendait, en tout cas moi j'attends, et je pense que je suis pas le seul, sur un monument comme le Tour des Flandres, une explication entre cadors. Et on avait envie de voir Sagan, Van Avermaet, Van Der Poel, Van Aert s'expliquer et se bastonner, alors que finalement ils sont quasiment toujours restés ensemble, parce qu'il y en avait, alors peut-être parce qu'il n'y en avait pas un plus fort que les autres et qu'ils n'étaient pas capables de se détacher. Mais c'est ça. Les explications, il y en a plein, et Bettiol était sûrement le plus fort, tu as raison là-dessus. Mais c'est pas forcément le scénario qu'on avait envie de voir, parce que Bettiol était pas considéré comme un des favoris, comme un des cadors, et qu'on a l'impression que c'est l'outsider qui a profité un peu de l'attentisme derrière, du fait aussi que ça s'est regardé, parce que dans le Paterberg, dans le vieux Quarmont, il était sûrement le plus fort, mais derrière, si les mecs sont capables de s'entendre, ils l'auraient repris. Donc ils ont commencé à reprendre du temps quand ils ont commencé à collaborer, mais c'était peut-être trop tard. C'est toujours la même chose. Hein. Et ça a commencé à se disputer un peu la deuxième, troisième place. Après le Paterberg, c'est quasiment impossible de s'entendre. Mais c'est de là que vient cette frustration, je pense. Mais après, il faut vraiment différencier ce genre de course, le Tour des Flandres, qui est peut-être le plus beau des monuments, d'une étape de haute montagne sur le Tour de France, où on a souvent tendance à reprocher à des coureurs de se regarder, à des coureurs de calculer un peu. Là, les mecs étaient tous. On sait que sur cette course, ils sont tous au max. Quand Greg Van Avermaet tente de suivre Alberto Bettiol dans le vieux Quarmont, il est à la rupture et il lâche sa roue. Et s'il arrivait à prendre sa roue, peut-être que les deux partaient. Non, mais ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un avait pu suivre, il aurait été dans le vieux Quarmont. Voilà, c'était vraiment une question de puissance intrinsèque, et en termes de puissance et de force, Alberto Bettiol était vraiment le plus fort aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai du mal à. Et Greg Van Avermaet qui disait de lui-même que voilà, il s'est retrouvé seul et qu'il était il avait plus d'énergie, mais
et remarquer que Bettiol était le meilleur, qu'il était 90 bornes difficilement suivable. Quoi. Si on fait la comparaison, il y a Van Avermaet depuis le Grammont 90 km, il est tout seul, alors que Bettiol, il a Van der Mark et Langeveld qui travaillent pour lui. Donc ça fait une grosse différence au moment d'aborder les 20 de coureurs d'expérience, de coureurs qui sont dans leur jardin sur ces terres, et des coureurs qui l'ont aidé aussi à gagner. On parle de Langeveld, quand il se met en tête de peloton à l'entrée du Paterberg, et là, au virage à l'angle droit, il se met quasiment à l'arrêt pour vraiment coincer tout le monde. Il a fait un travail le mec insupportable, c'est parfait. Tactiquement, c'est bien joué. Même Van Mark qui se met à la planche pour lui, ça aussi c'est tactiquement c'est très bien joué. Après le moment où et Alberto Bettiol qui a fait remarquer, excuse-moi Robin, vas-y. le travail d'équipe et qui disait voilà, Sepp a fait un travail incroyable et c'est extraordinaire quoi. Et il s'en rendait compte lui-même de la chance qu'il avait. Mais le travail de Langeveld aussi a été très beau, mais je pense pas vraiment que ce soit ce moment-là où il retarde un peu tout le monde au pied du Paterberg, où ça fait la différence. La différence est déjà faite et finalement il gagne avec quasiment 30 secondes. Donc c'était déjà plié. Mais si ça s'était joué à 3 secondes, ça aurait peut-être été ce moment-là qui aurait été décisif, même si Van Avermaet a bien lu la tactique de Langeveld et lui a vite mis un petit coup d'épaule pour le dégager de la trajectoire. Il y a une équipe dont on avait beaucoup parlé la semaine dernière, c'était la De Koninck. Et voilà, on ne l'a pas énormément vue. En tout cas, elle s'est montrée avec Asgreen, du coup, qui finit deuxième. Le Danois qu'on ne connaissait pas énormément, voilà, à part chez les jeunes. Et ces places-là, Gilbert qui ne finit pas, Stybar qui finit 36e loin, Lampert qui finit 17e, Jungels 12e et Asgreen qui fait 2e. Alors, Jungels et Lampert, notamment, sont peut-être les 2 déceptions qui, en fin de course, n'ont pas réussi à accrocher quelque chose. Mais je vous pose la question, est-ce que oui ou non pour vous, c'est une déception? Et pourquoi Jungels et Lampert n'ont pas réussi à aller chercher plus que ce qu'ils sont allés chercher? Paul? Il y a beaucoup de questions dans ta dernière phrase, Joseph. On va commencer par qui est la plus grosse déception? Parce que c'est la première question que tu m'as posée. Oui. Je te dirais que c'est Zdeněk Stybar. Moi, c'était mon favori. Il était attendu. Mais un peu à l'image de la Quick Step, on y reviendra un peu plus longuement après. Il a couru n'importe comment. Je ne sais plus dans quel après le Kreuzberg qui lâche. Dans le Kreuzberg, je trouve qu'il court n'importe comment. Dès qu'il y a une petite accélération, il l'essuie. Il a des coéquipiers pour le faire, notamment un Jungels qui était un peu préposé. Il a paniqué. Il a couru n'importe comment. Il s'est fait sauter la caisse. Et en soi, c'est dommage. Mais tu sens. Mais tu t'es lancé des fleurs sur Bettiol. Tu t'es lancé des fleurs sur Bettiol. Permets-moi d'en faire autant sur Stybar parce que la semaine dernière, je t'avais prévenu qu'il ne ferait rien sur le Tour des Flandres. Que c'était pas totalement sa course, qu'il est plus à l'aise sur Paris-Roubaix et qu'en plus ce rôle de numéro 1, parce qu'il assumait le statut de favori, il n'y est pas habitué et il ne sait pas faire. C'est même pas une question pour moi, il y a forcément une question de genre. Je pense que l'accumulation des monts à ce niveau d'intensité, c'est pas fait pour lui. Mais il y a aussi cette panique qu'on a très bien ressentie. Il s'est dit, peut-être que c'est ma dernière année, j'ai déjà brillé sur cette course. Il a 33 ans, voilà, à son âge-là. Il a complètement paniqué, il a explosé. Après, Lampart, Jungels. Parce que toutes les fois où il a brillé d'ailleurs sur Paris-Roubaix, Stybar, il avait des Terpstra ou des Bonnen dans son équipe. Et ça fait une énorme différence quand on regarde l'autre et qu'on ne regarde pas Stybar, qu'on le laisse faire ses trucs, ou alors quand on regarde Stybar. Mais du coup, quand Stybar après n'y était plus, il y avait quand même encore 2 cartouches possibles avec Jungels et Lampart. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait qu'ils n'avaient plus les jambes? Est-ce que c'est dans leur prépa? Est-ce que c'est dans leur approche, dans leur positionnement? Je ne sais pas si vous avez réussi à déceler. Ils avaient déjà un peu bossé quand même dans la journée, parce que comme Stybar était censé être la carte numéro 1, il l'avait replacé, il l'avait aidé, même sans faire autant de boulot que d'autres peut-être, mais je pense qu'ils avaient déjà bossé. J'ai vu beaucoup Bob Jungels, son maillot de champion du Luxembourg, je l'ai vu beaucoup à l'avant, et je pense qu'il avait fait trop d'efforts au moment où ça arrivait dans le Paterberg et le Vieux-Quarmont. Il y a aussi le fait que Jungels, il n'est pas habitué du Tour des Flandres, il découvrait, donc c'est très difficile, même si Bettiol était assez inexpérimenté, il avait déjà fait 2 ou 3 fois le Tour des Flandres, 3 fois je crois. Voilà, Jungels, il arrivait, il découvrait, c'est pas évident sur sa première fois de faire une perf, quoi. Et puis il y a aussi une question de stratégie, tu vois, moi j'en parlais, j'aurais bien aimé voir Bob Jungels attaquer loin de l'arrivée, histoire de permettre à Stybar et à Lampart de compter leur coup de pédale derrière. Ils ne l'ont pas fait et ça fait paniquer. Et derrière, tout le monde a paniqué. Et c'est Asgreen qui a eu ce rôle-là, en fait, sauf que il a dû repartir, en fait. Et puis surtout, quand tu as Asgreen devant, ça fait pas aussi peur quand tu as Patrick Lefebvre dans la voiture, je ne pense pas qu'il leur dise laissez Asgreen, de toute façon, il risque de gagner, laissez faire. Non, il sait, et c'est peut-être dur à dire, mais il sait qu'Asgreen ne va pas gagner. Donc, parce qu'Asgreen était le 7e homme de l'équipe. Tu crois pas de la même manière quand tu as. De la même manière, quand tu as Jungels devant, tu sais que c'est un redoutable finisseur, un redoutable finisseur. De toute façon, il n'y a pas de synonyme. Asgreen, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que tu me disais, oui, mais ils font une deuxième place. Tout à l'heure, on en parlait un peu avant l'émission. Ils font une deuxième place. Mais elle est un peu tronquée, sa deuxième place, parce que, encore une fois, c'est un Asgreen qui anticipe un peu le sprint final, parce que les gens vont pas le suivre, parce qu'ils pensent
ces gens, ses favoris, tout comme ses coéquipiers, pensent qu'il ne va pas aller au bout. Et c'est un peu l'histoire de cette course pour la Deceuninck. C'est bien joué pour Asgreen, mais pour le Fever, ça ne change rien. Pour l'équipe Quick-Step, ça ne change rien. Et je pense qu'un point qui est important et qu'on n'a pas peut-être assez relevé, c'est Gilbert qui était malade et qui n'a pas pu tenir son rôle. Et si on a un Gilbert au niveau, en plus. Tout à fait, mais si on a un Gilbert au niveau dans le final, ça peut changer beaucoup de choses. Et on dit un dernier mot, après on aura terminé avec ce Tour des Flandres et on passera à Paris-Roubaix. Des 2 cyclocrossmen sur lesquels on avait fait un focus, voilà, Van Aert et Van Der Poel. Wout Van Aert, voilà, tu t'es appliqué. Wout. Voilà, on nous l'a fait remarquer dans les commentaires, on va tenter. Mais c'est pas quelque chose de naturel, donc de dire Wout, voilà. Polo, tu dis un mot sur Van Der Poel, Robin, tu dis un mot sur Van Aert. Polo, à toi l'honneur sur Van Der Poel. Comme beaucoup aiment à dire, c'était le vainqueur moral de ce Tour des Flandres. Bon, ça, c'est difficile à dire, on n'a pas vu dans l'emballage final, il lui manquait sûrement de la force, mais oui, il chute, il casse, il essaie de sauter un espèce de trottoir, il casse, je ne sais même pas ce qu'il casse, je m'en souviens même plus. Il crève de l'avant. T'es sûr qu'il crève et qu'il casse pas un truc? Parce que c'est bizarre. En fait, à ce moment-là, moi j'écoutais RMC, il y avait Guimard qui disait qu'il avait pété son guidon, qu'il y avait une rupture de cadre, mais que c'était assez flou à ce moment-là. Les images n'étaient pas claires. Et j'ai pas pu revoir l'image, mais c'est ce que disait Guimard. Donc, ça ressemblait à un truc de peloton. Enfin bref, le fait de rupture de cadre. Il se casse la gueule. Et là, on se dit, je me souviens de Jackie Durand dire ça sur la chaîne, sur l'antenne d'Eurosport. C'est terminé. Mathieu Van Der Poel ne gagnera pas le Tour des Flandres. Mais quelle course il a fait après, quoi. Et il revient, il fait 4. Il repêche il repêche les coureurs un par un, il fait 4. Je pense que c'était avec Bettiol, je pense que c'était le plus fort. Mais au final, on ne le saura jamais et c'est triste. Mais quelle course il fait, c'est impressionnant. Il est fait pour cette course, il est fait pour ce genre de course. Et Dieu sait qu'à mon avis, peut-être pour d'autres aussi. Ça nous donne envie d'être Dieu sait qu'il risque d'en gagner, d'autres. Un mot sur Van Aert pour terminer ce focus. Ouais, moi j'ai plutôt aimé la course qu'il a faite. Pour moi, il n'était pas dans la même catégorie que Sagan et Van Avermaet. On ne pouvait pas le considérer comme un favori au même titre. Il n'a pas gagné de monument, il n'a même pas encore gagné de grande course sur route. Donc on ne pouvait pas lui demander d'assumer le poids de la course, de faire la poursuite seul, de prendre ses responsabilités loin. Non, il a fait la course qu'il pouvait faire. Il était sûrement pas beaucoup plus fort que les autres, donc il n'a pas pu y aller non plus quand Bettiol est sorti dans le vieux Quarmont. Voilà, ensuite ça s'est pas entendu derrière et lui a pas réussi à faire en sorte que ça s'entende plus que les autres, mais au sprint c'est pas lui de toute façon qui avait le plus de chance. Donc pour moi il a fait la course qu'il pouvait faire et moins impressionnant que Van Der Poel, mais j'en ai vu un peu le mettre dans le même sac que Sagan et Van Avermaet comme un Cador qui n'avait pas tenu son rang. Pour moi il n'était pas encore un Cador et on ne pouvait pas le mettre encore au même niveau. Voilà pour le Tour des Flandres du coup qui a été remporté par Alberto Bettiol, et dimanche c'est Paris-Roubaix et on en parle tout de suite dans le débat. Qui pour succéder à Peter Sagan? Peter Sagan lui-même, un Deceuninck, Van Avermaet. Voilà, un homme va-t-il créer même la surprise comme Bettiol sur le Tour des Flandres ou Dillier l'année dernière qui avait terminé deuxième? Beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre tout de suite. On voit une liste des favoris prétendus de Paris-Roubaix. Alors, commençons déjà par Polo. Est-ce que tu vas nous donner ton favori? Mon favori, il est dans cette liste, premier indice. Il est dans cette liste. On ne le sait pas. Il faut expliquer que ni Paul ni moi ne connaissons le favori de l'autre. On l'a joué un peu à suspense. On va mettre fin au suspense tout de suite. Mon favori, c'est Alexander Kristoff. C'est vrai que ça allait plaire. Ouais. Mon favori, c'est Alexander Kristoff. Pourquoi? Parce que je le trouve vraiment en forme sur cette campagne flandrienne. Je le trouve dans une équipe faite pour performer sur les classiques. Encore une fois, sur le Tour des Flandres, même avec l'enchaînement des monts, etc., je l'ai trouvé d'une aisance vraiment impressionnante. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il a fait peur à tout le monde parce que c'était le sprinter et les Van Avermaet, les Sagan, les Van Aert ont peut-être eu peur de se découvrir et d'emmener Kristoff dans leur roue et de se faire battre au sprint. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu aussi beaucoup de statu quo en fait derrière Alberto Bettiol. Alexander Kristoff fait peur à tout le monde et sur une route comme le Paris-Roubaix, beaucoup plus plate, beaucoup plus piégeuse certes, il n'a pas souvent brillé sur cette course, mais sur une route qui est plus plate, qui pour moi correspond mine de rien bizarrement plus à ses qualités. J'ai du mal à le voir se faire piéger en fait dimanche. Et c'est pour ça que c'est mon favori. Petite réaction sur ce favori, Robin? C'est sûr que je comprends qu'il fasse peur et à beaucoup d'autres favoris qui ont eu peur dans le final du Tour des Flandres et qui auront sûrement un peu peur au départ de Paris-Roubaix.
Mais je crois que Paris-Roubaix, finalement, je suis pas si sûr que ça lui corresponde mieux que le Tour des Flandres. Et je trouve que ces beaux accessites, sa victoire à Gand-Wevelgem et sa belle 3e place au Tour des Flandres, sont un peu dus aussi à des circonstances de course favorables. Le fait que, justement, les autres Cador n'aient pas réussi à s'expliquer. Et il en a profité, il a tiré les marrons du feu à chaque fois. Mais c'est le lot des sprinters sur ces classiques. T'as raison, mais je pense que sur Paris-Roubaix, c'est pas envisageable d'avoir un groupe aussi conséquent qui arrive pour la gagne. Et que si ça arrive à 3 ou 4 mecs devant, je pense pas que Christophe y sera. Moi, je le vois. Une victoire à la Degenkolb, tu vois, genre il y a 2-3 ans, je sais pas, je sais jamais. 2014 ou 2015. 2015, ouais. 2 petites informations sur Alexander Kristoff. Dans son équipe, il aura notamment, on l'a vu, Jasper Philipsen qui avait fini 4e du Paris-Roubaix Espoir. Et est-ce que vous savez que de toute la start list de Paris-Roubaix, c'est celui qui a parcouru le plus de kilomètres depuis le début de saison en compétition. Alors, en fonction des dénivelés et tout, ça veut tout rien dire, mais voilà, il est en forme, il a des jambes pour pouvoir être en forme sur le Tour des Flandres. Il a fait 5364 km. Voilà, c'est celui devant Adrien Petit, Laurent De Vries et Laurent De Vries et Damien Godin. Par les Belges pour un mec de 21 ans, c'est fou, quoi. Surtout quand on se rappelle qu'il a gagné dès Attends, sa on parle de Philipsen ou de Christophe? Ah, je parle de Christophe. Je peux être Philipsen. Ah non, Philipsen, c'est celui qui a terminé 4e de Paris-Roubaix, donc il aura une équipe autour de lui. Voilà, il est là, Philipsen. Et Alexander Kristoff est celui qui a parcouru le plus de kilomètres. Désolé si j'ai pas été clair. Si, pour moi, ça l'était. Ah bah, pour moi, ça l'était pas. Donc, oui, Christophe, mais de toute façon, Christophe, ses objectifs, ils sont maintenant. Sur les grands tours, on le voit sur cette photo, ce sera tout pour Gaviria. Je sais, Gaviria va faire le Tour de France, je pense. Évidemment. Je ne l'ai pas en tête, mais je suppose. Oui, bah, c'est ce qui est prévu en tout cas. Les formes de l'un et de l'autre. Si Christophe est sélectionné pour le Tour de France, il devra se mettre à la planche pour emmener Gaviria, pour déposer Gaviria à 200 mètres de l'arrivée. Là, Christophe, et on l'a vu très bien à Gand-Wevelgem, où j'ai l'impression que ces classiques-là restent encore un peu durs pour Gaviria, même s'il a été plutôt intéressant sur le Tour des Flandres. On l'a vu sortir un peu le bec de l'eau, pas trop loin de l'arrivée. C'est pour Christophe pour l'instant. Et cette équipe peut l'aider sur les pavés à Roubaix. Bon, c'est pas la meilleure équipe du peloton, mais je pense pas que ça jouera en la défaveur de Christophe comme la CCC avec Greg Van Avermaet, où là, pour le coup, ils ne peuvent vraiment pas l'aider. On a le favori de Polo et on va aller chercher le favori de Robin Atolloner. Je crois qu'il est par là en dessous avec un maillot de champion du monde. Encore ? Oui, c'est Peter Sagan, bien sûr. Bah, c'est ni Froome ni Alaphilippe. Donc c'est Peter Sagan. Oui, parce que je continue d'y croire à cette histoire de pic de forme décalé pour aller jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Je persiste, je signe. Peter Sagan, il peut être en forme sur 2-3 semaines. Être en forme dès Gand-Wevelgem, c'était pas possible. Mais dès Paris-Roubaix, oui, complètement. Donc cette année, il va gagner Paris-Roubaix. Il va faire le doublé. Et il faudra se méfier dans 3 semaines, dans 2 semaines et demie à Liège-Bastogne-Liège. Mais alors, comment t'expliques qu'il est en forme sur Milan-San Remo ? Il n'est pas en forme sur les premières petites classiques flandriennes. Sur le Tour des Flandres, on se dit ouais, bon, il est quand même décevant. Oui. Souvent à la rupture. Comment, comme ça, d'une semaine à l'autre, sur un parcours, tu le convaincs peut-être un chouïa mieux, et encore, pour moi, vu le talent du bonhomme, c'est kiff-kiff. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'à Liège-Bastogne-Liège, il aura vraiment ce sera la cible, la pancarte, et qu'il sera à mon avis très dur à battre. Mais du coup, au vu de cette préparation, j'ai l'impression quand même du coup qu'il est un peu plus fin et qu'il manque de puissance pour passer ces Flandriennes, quoi. Je suis pas sûr que ça se joue sur la puissance. Je pense que c'est une question de jambes et de forme. En ce moment, il est pas au top. On est totalement d'accord. On l'a vu grimacer dans le Paterberg, ce qui est assez inhabituel. Mais il y a déjà, je trouve que cette année, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas un mec qui sort du lot sur ces Flandriennes. Donc si on avait le Van Avermaet d'il y a 2 ans, ce serait probablement cuit pour Sagan. Mais comme il n'y a pas de favori qui se détache réellement et que le niveau est quand même très homogène, tout reste possible. Sagan reste un mec qui va très vite au sprint. Il a déjà gagné sur Paris-Roubaix. Il aura une motivation supplémentaire, le fait d'être le tenant du titre de cette course. Et on sait, l'année dernière, par exemple, il visait Paris-Roubaix. Et le Tour des Flandres qu'il avait déjà gagné était moins prioritaire. Il voulait compléter sa collection de monuments pavés. Et il a réussi à être en forme le dimanche où il avait prévu d'être en forme. C'est cette histoire de pic de forme décalé pour Paris-Roubaix dont tu parlais. Est-ce que tu y crois encore, ça ? Oui, j'y crois parce que Sagan est pour moi très fort pour être en forme sur une durée, sur 1 ou 2 semaines très précises. Alors c'est très compliqué d'arriver à être en forme sur une semaine et de ne pas l'être une semaine trop tôt, mais j'ai l'impression que Sagan gère parfaitement ça. Il se connaît aujourd'hui très bien, il arrive à cibler ses objectifs énormément, beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Et alors, je ne dis pas qu'il a fait exprès de perdre le Tour des Flandres, mais je pense qu'il savait que être au top au Tour des Flandres, ça mettait trop en péril ses espoirs et ses ambitions pour Liège-Bastogne-Liège. Alors que le duo Paris-Roubaix-Liège, c'est sur une durée assez réduite et c'est possible.
Donc évidemment, quand on parle de réveil des cadors, on est obligé de penser à la Deceuninck qui va peut-être devoir se réorganiser. Alors comment, avec qui les gars? J'ai besoin de savoir. On va découvrir un peu les coureurs qui sont prévus. Gilbert, Stibar, Asgreen, Declercq, Case, Lampert, Sénéchal. Voilà, voilà les 5. Il le fait Asgreen. Il est prévu. Je pense qu'après ce Tour des Flandres, il a gagné il a gagné des points. Et c'est sûr qu'il va y avoir un arbitrage à faire avec Florent Sénéchal. Voilà, de toute manière, on sait, c'est 2-3 jours avant qu'on a les start list officiels. Mais même selon vous, si vous étiez Patrick Lefebvre, sur qui est-ce que vous miseriez, Paul? C'est sûr, hein, Florent Sénéchal. non, mais vraiment, petit aparté sur Sénéchal, c'est vraiment une course qui lui plaît, mais avec la Cofidis, il a quand même souvent brillé sur les pavés à Roubaix. Lanceur parfait en fait à la Asgreen comme la semaine dernière peut-être. Puis en forme, on l'a vu gagner le Samin, c'est ça? Oui, le Samin. Enfin, pour le coup là, Stibar, c'est sa course. C'est une course où il a fait déjà 2 podiums. S'il se rate là. Tu lui en voudras beaucoup. Je l'en voudrais beaucoup. Je ne l'ai pas mis dans les favoris parce qu'il m'a vraiment déçu la semaine dernière. Mais ça reste quand même, je pense, ça reste le favori ultime. En tout cas, il a fait 2 fois 2e, 5e, 6e, 9e. Il est habitué à frotter et à jouer la gagne. Je pense que pour la Quick Step, il faut que toute la tactique repose sur lui. Et s'il se rate là, pour le coup, et là, ça donnera de l'eau à ton moulin, Robin. S'il se rate là, il aura le droit de se faire engueuler très sérieusement par la Deceuninck. Moi, j'aimerais pas prendre un savon par Patrice Lefebvre, par contre. Il en met régulièrement dans les médias. Après chaque campagne ratée, il envoie la sulfateuse, il sort la sulfateuse, pardon. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ce sera la course de Stibar. Il n'y aura pas en plus Bob Jungels. Donc ça va encore plus être tourné sur Stibar. Ça correspond moins à Philippe Gilbert. Et peut-être que finalement, son Tour des Flandres raté va jouer pour lui parce qu'il aura un peu moins la pancarte que prévu finalement. S'il avait gagné dimanche. Et l'esprit de revanche. Voilà, exactement. Je pense que finalement, tout est allé dans le bon sens pour que Stibar se réveille sur ce Paris-Roubaix. Est-ce que ça va suffire? C'est pas sûr parce qu'il est quasiment obligé d'arriver seul, vu sa pointe de vitesse comparée à des Van Avermaet ou des Sagan. Après, on l'a vu aussi au GPE3. S'il n'a pas eu à donner un coup de pédale dans la journée, il peut battre au sprint ces gars-là. Mais ce qui est sûr, c'est que si Deceuninck Quick-Step ne gagne pas Paris-Roubaix, ce sera une campagne de Flandrienne ratée. Malgré toutes les victoires qu'il y a eu avant, louper les 2 monuments, ça ne peut pas faire une campagne. Ils ont les cartes en main. Encore une fois, ils ont l'équipe pour être les acteurs principaux de cette course. Ils auraient dû l'être pour moi sur le Tour des Flandres. Ils ne l'ont pas assez été par manque de forme ou par mauvais choix tactique. Bref, là, ils ont une occasion de se rattraper, toute cette équipe. Et eux de le faire maintenant, tout simplement. Petit tour des outsiders ou des autres favoris selon vous. Alors, je vous en cite comme ça. Van Mark, Van Avermaet, John Degenkolb aussi avec Steven, John Degenkolb qui a gagné, qui a fait 2e. Dans ces noms-là, avec lesquels vous retenez, Robin? Moi, je retiens Oliver Naesen, même si tu ne l'as pas cité. Il était juste au-dessus, Oliver Naesen. Parce qu'il était malade sur le Tour des Flandres, qui est sûrement la Flandrienne qui lui correspond le mieux. Donc il n'était pas verni, il a failli, il était même incertain. Finalement, on l'a aligné et je trouve qu'il s'est très bien défendu pour un mec qui était malade. On l'a vu dans je crois que c'est dans le Vieux-Coramont quand Bettiol part, il y a Van Avermaet et Naesen derrière et c'est les 2 qui sont le plus proches finalement de pouvoir le suivre. Donc il a eu une semaine pour se remettre. Il sera aussi un peu moins surveillé parce que Paris-Roubaix est censé moins lui correspondre, parce qu'il ne sera pas à domicile, parce qu'il n'a pas été impressionnant non plus sur ce Tour des Flandres, qu'il n'a pas marqué les esprits particulièrement. Donc un peu à la façon d'un Zdeněk Stibar, il aura moins peut-être la pancarte que prévu, et je pense que ça peut le servir. Naesen ou quelqu'un d'autre, Polo? Non, moi je vois pas de ceux qu'on a parlé, j'en vois vraiment pas d'autres. Je te dis, vu comme tu l'as dit tout à l'heure. Arnaud Démare. Qu'est-ce que tu penses d'Arnaud Démare, Paul? Écoute, j'espère qu'il va faire une belle course. J'ai l'impression qu'il avait les bonnes jambes sur le Tour des Flandres. Il adore Paris-Roubaix, il est chez lui. Il a le profil pour performer sur cette course. Ça, c'est à noter, qui est optimiste à propos d'Arnaud Démare. Dans la même semaine, j'ai tiré mon coup de chapeau à Alejandro Valverde et j'ai placé certains espoirs en Arnaud Démare. Franchement, gravez-la d'une pierre blanche cette semaine parce que ça n'arrivera pas tout le temps. Non, Arnaud Démare, je pense qu'il peut briller sur cette course. J'ai l'impression qu'il a l'état de forme. Mais après, il a crevé, encore une fois, non, il a crevé. C'est quand qu'il avait crevé aussi? Je crois que c'était au Grand Prix E3 ou un truc comme ça, où il crève à l'arrivée. Il ne faut pas qu'il ait de malchance. Et il a quand même eu beaucoup. Ou alors c'était sur Gand. On le sait, sur Paris-Roubaix, il n'y a pas le droit d'avoir le problème technique au mauvais moment. Et à l'image, Jimmy, j'allais te dire, c'est très français. Dès qu'on passe les pavés,
tous les Français ont des problèmes de crevaison, de vélo, etc. Je me souviens des problèmes techniques peut-être. Oui, des problèmes techniques. Et Démare en a eu aussi. Mais il peut briller sur cette course. Il a l'air en forme, donc j'y crois un peu plus que les autres années. Surtout vu l'homogénéité des autres favoris et le fait, encore une fois, que personne ne se détache, ça peut permettre à un groupe assez conséquent d'arriver. En tout cas, je disais que je ne croyais pas tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai voté Christophe. Voilà, mais en tout cas, si Christophe est à l'arrivée, Démare a des chances d'y être aussi. Ouais. On fait un point sur les Français au-delà de Démare. Christophe Laporte, est-ce qu'il peut faire quelque chose et comment doit se réorganiser la Direct Énergie sans Nikita Terpstra, du coup peut-être autour de Adrien Petit ou alors de Turgis voilà, cette question d'abord sur Direct Énergie. Moi, je crois plus en Damien Godin chez Direct Énergie, qui est le plus expérimenté. Merci les gars. Qui est le plus expérimenté sur Paris-Roubaix, même s'il s'est fait assez discret sur ce printemps. Qu'on a peut-être même plus vu Adrien Petit, c'est vrai. Alors après, Adrien Petit a sa pointe de vitesse qui part pour lui, que Damien Godin n'a pas. Mais je pense que ça va être tourné autour de ces deux-là. Turgis a fait une très belle saison jusqu'à maintenant. Il a été très très bon à travers la Flandre la semaine dernière. Mais pour moi, c'est encore un peu juste pour Paris-Roubaix. Ça manque de coffre, à mon avis. Voilà. Il est un peu frais, un peu plus frêle que les deux. Je pense qu'aujourd'hui, il manque peut-être un peu de coffre pour Paris-Roubaix. S'il peut être le lieutenant de Godin et Petit et tenir le plus longtemps possible, on verra bien. Après, on n'est pas à l'abri que dans la course, ils se sentent particulièrement bien, que les deux autres aient un coup de pompe et lui disent allez, joue ta carte. Mais je pense que sur le papier, au départ, il faut plus miser sur Godin et Petit. En tout cas, ils peuvent être acteurs. Et c'est quand même cool pour une équipe française malgré qu'il n'y ait plus Terpstra, qui n'est pas World Tour de pouvoir être acteur comme ça. Ça va être une des premières fois où en tant que Français, on va avoir pas mal d'armes quand même, que ce soit avec AG2R, avec Nassen, avec la Direct Énergie. Du coup, on peut avoir des outsiders. C'était un peu le cas l'année dernière. On avait été assez déçus parce que finalement, aucune des chances tricolores ou des équipes françaises avait réussi à se distinguer. Mais on remet ça cette année. Voilà. Donc, chez Direct Énergie, il y a la déception de ne pas avoir Terpstra. Finalement, c'est le même collectif que l'année dernière, quasiment. Mais on sait que Godin et Petit sont beaucoup plus à l'aise sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres, donc ce sera à surveiller malgré tout. Et on va quand même regarder les petits Français qui découvrent, parce que l'année dernière, Tanguy Turgis avait fait une performance assez exceptionnelle. Et voilà, on a quelques Français qui vont découvrir. Alors, on va les suivre en leur souhaitant évidemment bonne chance pour cette première pour Paris-Roubaix, parce que c'est jamais simple. Damien Touzé de la Cofidis, Dorian Godon, AG2R, Clément Ruisseau de Arkea, Anthony Turgis, donc voilà, de Vital Concept. On sait qu'il a à cœur de faire honneur à son frère. Et Jérémy Levaux de Delco Marseille. Turgis, il est chez Direct Énergie. C'est Anthony. Ah oui, du coup, c'est le troisième Turgis. Voilà. Comment ? Jimmy. Normalement, c'est Jimmy qui est chez la Vital Concept. Mais c'est moi qui me suis trompé sur le. Il n'y a pas de souci. Je vais accepter ma faute. Un dernier mot sur Paris-Roubaix, les gars. Est-ce que vous avez des attentes particulières ? On a fait un joli petit tour déjà. On a fait un joli petit tour. Voilà. J'espère qu'on aura une aussi belle course, aussi débridée que sur Tour des Flandres. Et après, advienne que pourra pour le vainqueur. Avec une bataille qui commence. Ce ne sera pas Bétiol une deuxième fois, normalement, il n'est pas là. Ouais. Bon. Avec une bataille qui commence aussi loin qu'au Tour des Flandres, ce serait régal. Avant de passer au bonif, je rappelle quand même vos favoris. Christophe pour Paul, Sagan Peter pour Robin. Et vous, dans les commentaires, dites-nous quel est votre favori. N'hésitez pas. Voilà pour ce débat. En attendant dimanche chez Paris-Roubaix, nous, on passe au bonif. On commence par une bonif tricolore, celle de Paul, voilà, qui va nous parler de Marc Sarraut et de Jonathan Hiver. Oui, voilà, un petit cocorico rapide. On va commencer avec Marc Sarraut qui gagne la Ruta Delhi. Bon, à l'image un peu de Guillaume Martin, il bat pas des Cadors, il bat Clément Venturini, il bat Thomas Bouda aussi. Mais voilà, il a le mérite de gagner, Marc Sarraut. Et au final, il est toujours aligné. Je me souviens aussi de sa victoire à Cholet. Il est toujours aligné sur ses petites courses. Et sur ses petites courses, il gagne. J'aimerais que chez Groupama FDJ, on commence à penser à l'aligner sur des courses de plus haut standing, voir ce qu'il est capable de faire, notamment sur des sprints massifs, peut-être un peu tôt pour des classiques ou semi-classiques, mais voir ce qu'il peut faire sur des sprints massifs, sur des courses d'une semaine, par exemple, je pense à des Paris-Nice, des trucs comme ça. Et aussi, du coup, la victoire de Jonathan Hiver sur le Grand Prix Miguel Indurain, une attaque fulgurante à 2 km de l'arrivée qui a scotché les Carlos Verona, les Ruslan Sanchez qui suivaient derrière lui. Il a déposé un Tadej Pogačar qui quand même sort de... Pogačar, jeune espoir, qui a gagné le Tour d'Algarve. Il l'a déposé dans les 2 derniers kilomètres, alors que lui avait un peu anticipé. Voilà, deux très belles victoires pour nos Français. Il confirme un peu par rapport à l'année dernière, où il avait déjà confirmé un retour en forme, en fait. Il avait gagné sur Paris-Nice.
Voilà, donc. Il l'avait fait à l'envers à Nice Polite, d'ailleurs, je me souviens. Mais il avait totalement assumé, et moi j'avais adoré la manière dont il avait gagné. Et donc voilà, petit cocorico pour nos 2 Français qui gagnent. Des Français qui gagnent, je pense que c'est bien, il faut le rappeler. Il y a une certaine époque, ça n'arrivait pas tout le temps, en tout cas beaucoup moins. Voilà pour la bonif de Polo, on passe à la bonif de Robin, et tu vas nous parler du ronde. C'est ça, on revient sur le Tour des Flandres avec la 8e place d'Alejandro Valverde. Personnellement, je m'y attendais pas. On savait qu'il venait pour découvrir le Tour des Flandres. On avait eu l'année dernière Vincenzo Nibali qui était venu lui aussi en découverte et qui avait fait une édition plutôt réussie. Mais alors là, Valverde, c'est encore mieux. Et c'est encore plus surprenant parce que je dirais que Nibali avait déjà montré des capacités un peu sur les pavés, notamment sur le Tour de France. Et il a peut-être plus un physique pour briller sur les pavés. Valverde est vraiment léger quand même. Mais voilà, son expérience... Après, il est vraiment léger, mais moi j'avais quand même la frustration de me dire il aurait pu vraiment briller sur le Tour des Flandres quelques années auparavant s'il avait peut-être un peu pris de poids, je sais pas. Mais pour moi, il a totalement le profil en fait. On saura jamais vraiment. Toutes les Ardennes. Il n'avait pas besoin. Qu'est-ce que prendre le risque Tour des Flandres, c'est quand même historiquement... voilà. Ouais, mais prendre le risque d'aller faire des accessites sur le Tour des Flandres et d'hypothéquer les chances sur Liège-Bastogne-Liège qu'il a gagné 4 fois, voilà, c'était assez... Je comprends qu'il ne l'ait pas fait. En tout cas, il a une endurance exceptionnelle. C'est un des coureurs qui assume le mieux les courses de 250-300 km. Il l'a montré avec des favoris, des Flandriens qui n'étaient pas une jambe au-dessus de tout le monde. Il a réussi à s'accrocher jusqu'au bout. Finalement, on se dit même qu'il avait peut-être les capacités de placer une petite banderille dans le Paterberg. Il s'est retenu. Je pense qu'il était quand même pas loin d'être à bloc. Et puis, c'est beau de voir un Valverde finir dans le top 10 du Tour des Flandres. Ça nous ramène à des décennies lointaines où les mecs pouvaient à la fois briller sur les courses par étapes, sur les Ardennaises et sur les pavés. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis, je me dis qu'il a prolongé jusqu'en 2021 avec Movistar. J'espère qu'il reviendra sur le Tour des Flandres l'année prochaine avec peut-être encore plus d'ambition. Ça t'a fait plaisir cette bonif, Paul. Ouais, pour le coup, j'ai mis un tweet pour les féliciter. Le voir Valverde avec ce mode champion du monde être aussi performant sur le Tour des Flandres, je vais pas paraphraser ce que vient de dire Robin, mais voilà, j'ai trouvé ça beau, même pour une personne comme moi qui ne suis pas un énorme fan du coureur. Voilà pour les bonifs, les gars, on va passer à la dernière partie de l'émission parce que Paul a des comptes à régler. On passe au quiz tout de suite. Et c'est parti du coup pour le quiz, voilà, dernière partie de l'émission, mais pas la moins excitante les gars. J'espère que vous êtes chauds parce que j'ai préparé 4 qui et j'ai préparé évidemment les qui suis-je après, qui ont été préparés par Louis qui a été très chaud évidemment, il a envie de le faire, il a envie de vous poser des cols et je suis très content qu'il le fasse. Il participe. Hein. Ouais, oui, exactement. Premier qui est, on peut y aller. Est-ce que vous êtes prêts, c'est bon? Oui. Les gars, allez, on peut y aller. Thomas, Ben, vous pouvez y aller. Pozzo Vivo. Pozzo Vivo. 1-0 pour Robin. J'ai cherché Céline Gauthier, c'est catastrophique. C'est là où Ben il nous avait mis une petite photo portrait, je me disais, il est dur. Il l'a changé alors. 1-0 pour Robin. Seb Van Mark. Pardon? Seb Van Mark. Ni l'un ni l'autre. Non, pas pas Simon Clair. Pierre Rolland? Non. Le mec du Tour de France, là. Ouais. Putain. Lawson Craddock. Oui, Paul. Tu vois, ça a mis 20 ans à sortir, là. Je savais que tu l'avais en plus, je le sens. Ah oui. Un partout. Craddock. Ouais, J'avais pas compris qu'il était amoché. Lanterne rouge magnifique du dernier Tour de France. Ça se voyait et pas. Ça, c'est quand il était en train de se faire soigner, du coup. Voilà. Ouais. Troisième. Pierre Cazot. Romain Sicard. Non. Igor Anton. Non. Ahmet Ça a Tchouka. été un leader. Astarloda. Non. De Starlota. Samuel Sanchez. Personnalité très importante. Non. Igor González de Galdano. Non. Ouais, non, pas Lucien. Toujours pas. Samuel Sanchez, tu l'as dit, ouais. Ouais. Un leader de Skeltel. On les a tous fait là. Non. Ouais, on a fait un beau. Il en manque un qui est parti chez Trek après. Ahmet Tchouka. Chez Trek. Je crois qu'il est parti chez Trek. Zubeldia. Oui, Zubeldia. Zubeldia, bien joué. Bravo Robin, 2-1 pour Robin. Est-ce que Polo va égaliser à 2-2 pour la fin de ce qui est? Dernier. Lemével. Non, c'est Patrice pas Algan. Lemével. Patrice Algan. Putain. Bravo Robin, 3-1. C'est sa victoire d'étape sur le Tour 2002, ça. C'est cette magnifique poil qui ressort. Bravo à lui. Qui suis-je? Du coup, partons pour les qui suis-je, les gars, avec Robin qui mène 3-1. Mais rien n'est terminé, Paul. Tu peux encore revenir, là, je le sens. On est parti. Je suis né le 12 octobre 1978. Tu l'as pas encore, c'est bon. Non, ça va. J'ai été professionnel de 2000 à 2013. Mon parcours est assez éclectique. Et en plus, Louis me met des mots compliqués. C'est normal, il fait le philosophe. 7 équipes,
7 équipes différentes dans lesquelles je construirai un palmarès comptant 37 victoires. En 2002, je gagne à travers les Flandres, les Radson Tour et le Trobro-Léon. Une étape du Tour méditerranéen et le Grand Prix des Fourmis en 2003. Je gagne également une étape du Tour de Suisse cette année-là. C'est aussi en 2003 que je me distingue sur un grand tour. Et comme j'ai un lien particulier avec la France, puisque je cours avec une équipe française, c'est pas Vasseur. Torreshoff. Ce n'est pas Torreshoff. À cette époque, bien celui-là. C'est sur le Tour de France que je fais quelques performances. Ce n'est pas grâce à ma 140e place au général, mais bien grâce à ma victoire d'étape. Et au fait... Grady pas Stuart-O'Grady, mais Baden-Cook. Et au fait que j'y porte un maillot distinctif pendant 10 jours, et oui, le maillot vert. Voilà, malheureusement, il ne le porte pas pendant l'étape des Champs-Élysées parce que Robbie McEwen me l'a piqué 2 jours plus tôt. Ils se battent et ils se mettent des coups d'épaule sur l'étape des Champs-Élysées incroyable avec Jean-Patrick Nazon qui gagne. Et quand il regarde derrière lui, il y a les deux qui sont en train de se bastonner pour le maillot vert. Voilà. L'équipe Jean Delatte. Et quand même, je cite la dernière petite blague de Louis, je suis australien et cuisinier. Voilà. Bravo, j'étais obligé de la faire. Je pense qu'il aurait été déçu que je ne le dise pas. Je comprends. Bon, voilà, bravo. Franchement. Merci. 4-1. Qui suis-je encore? J'ai 38 ans. J'ai été professionnel de 2001 à 2013. J'ai un beau palmarès sur les courses à étapes puisque j'ai remporté le Tour de Catalogne et le Tour de Suisse en 2007. J'ai également terminé second du Tour de Romandie 2009. Je n'ai pas réussi à vraiment briller sur les grands tours puisque je ne ferai pas mieux que 7e sur le Giro 2005 et sur la Vuelta 2007. Vladimir Kerpets. Il est insupportable. Il est fort. Moi, j'ai aucun problème à perdre dans ces conditions-là, encore une fois. Franchement, quoi, là, il restait la moitié du qui. Ouais, franchement, je sais pas. Franchement, qui pourrait. S'il y en a qui en regardant l'émission. Il doit y en avoir dans les commentaires qui trouvent plus vite. Hein. Dites-le, j'ai vu un commentaire qui disait là, le quiz, je l'ai fait, mais j'ai battu Robin sur 4 questions sur 5. Bravo à lui. Après, c'est possible. Bravo à lui, mais c'est possible. Et là, j'aurais bien aimé le battre sur Vladimir Kerpets. Bon, j'ai préparé une question en or, Polo. Voilà. Elle vaut 7. Est-ce que tu remets tout en jeu? Je remets tout en jeu. C'est sport. C'est solide, c'est sport. Alors, je veux 2 des 3 noms du podium. C'est quoi? C'est rapidité ou pas? Ouais. Parce que c'est bizarre de dire 2 noms de rapidité. Vous me sortez 2 noms. Ok. Bon, après, vous savez quoi? Vous pouvez me sortir le. Ouais, vous me sortez 2 noms. S'il y en a un qui en trouve un, après l'autre, il peut en trouver un deuxième. Mais on fera sur le troisième, on fera la différence. Donnez-moi 2 des 3 noms du podium du Tour de France 98. Pantani, Ulrich, Virenque. Non. Et Zoulet. Non, t'as dit Pantani, il a dit Ulrich. Et c'est sur le dernier. Ce n'est pas Bjarne Riis. Escartine. Non. C'est pas. Ah putain. Botero. Non, il a un prénom américain. Bobby Ulick. Oui, Bobby Ulick. Il gagne même la question en or. Oh là là, bravo. Il était pas évident celui-là. Et ouais, voilà, avec la Cofidis, voilà, qui a fait briller le maillot de la Cofidis en 98. Bravo. J'ai eu chaud. Bravo. On n'est pas passé loin, Polo, d'un retour. On n'est pas passé loin d'un retour. On découvre le programme de la semaine, les gars. Voilà, qu'est-ce qui va nous tenir en haleine devant tout. C'est chargé. Et ouais, c'est le Tour du Pays Basque, du coup, dont on parlait jusqu'au 13 avril, du 9 au 12, le circuit de la Sarthe. Et dimanche, évidemment, Paris-Roubaix. On se retrouvera la semaine prochaine pour faire un débrief de Paris-Roubaix parce qu'on sent une édition qui va être pas mal et un vainqueur inattendu, je ne sais pas. C'est très ouvert en tout cas. C'est ouvert, exactement. Merci les gars. Merci à toi, Joseph. Chips. T'as plus le droit de parler. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les rouleurs. Salut.